Donc, je suis Annie Spitaliana, je travaille au sein de l'Institut de biologie Val-Rose à Nice. Et donc, je vais partager le temps avec ma collègue Aurélie du Tour de Lyon pour vous parler de travaux de recherche qui se situent dans le contexte de l'ostéosarcome. Donc moi, je vais vous présenter une étude qui porte sur l'étude de l'impact d'un ciment chargé en biphosphonate sur le développement de l'ostéosarcome. Alors, je ne suis pas une clinicienne, mais je vais vous dire deux mots sur cette pathologie. Donc, l'ostéosarcome, c'est la tumeur maligne osseuse primitive, donc qui se développe initialement dans l'os, la plus fréquente. Elle représente environ 30% des sarcomes des tissus durs et son incidence est relativement faible, 150 nouveaux cas par an. Et c'est tant mieux parce que 60% des patients qui développent un ostéosarcome ont entre 10 et 20 ans. Ces tumeurs affectent plus préférentiellement les garçons puisqu'on a un ratio de 1,4 garçons pour une fille. Ces tumeurs ont également une préférence pour certains sites anatomiques osseux, notamment chez l'enfant et chez le jeune adulte. Ça affecte plutôt les os, la métaphyse des os longs, et principalement le plus fréquemment le fémur et dans une moindre mesure le tibia et l'humérus. 80% des cas de ces patients ont une forme localisée de l'ostéosarcome, donc restreinte à l'os lors du diagnostic. Et les 20% restants ont des formes localisées, quelquefois des micrométastases, mais quelquefois de vraies métastases au moment du diagnostic. Alors, lorsqu'un patient présente un ostéosarcome, on va lui proposer une séquence thérapeutique qu'on peut décliner suivant trois phases. La première phase consiste en une chimiothérapie néoadjuvante qui va comporter sur une période de 3 mois plusieurs lignes de chimiothérapie. Ensuite, on va avoir une étape de chirurgie de résection, c'est-à-dire que les chirurgiens vont intervenir pour enlever la tumeur. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, pendant la chimiothérapie néoadjuvante, un des objectifs, c'est de faire diminuer la tumeur pour que la chirurgie de résection soit la plus petite possible et qu'on conserve le plus possible d'os, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire quand même souvent à des enfants. Alors, pendant cette période de résection chirurgicale, les chirurgiens vont intervenir, bien sûr, et ils vont utiliser à un moment donné du ciment chirurgical. Et ce ciment chirurgical va être utilisé soit pour combler les lacunes de résection qui a été fait par la tumeur, soit éventuellement pour ancrer éventuellement une prothèse à l'os. Après cette phase cette étape de chirurgie, on va avoir une deuxième série de chimiothérapie associée ou pas à la radiothérapie. Et dans ce cas, il y a deux situations. Soit les patients ont bien répondu à la chimio néoadjuvante et là, on va utiliser les mêmes molécules. En revanche, si les patients ont mal répondu ou s'ils sont en état métastatique, eh bien, on va utiliser d'autres molécules et notamment la doxorubicine ou le cisplatine. Alors, dans ce contexte de traitement, si on considère la survie à 5 ans, elle est relativement bonne, puisqu'il y a 70% des malades qui survivent 5 ans après le traitement, mais ceci dans le cas où l'ostéosarcome était localisé au niveau de l'os, et cette survie à 5 ans chute dramatiquement pour être au mieux de 30% lorsque le patient était métastatique lors du diagnostic. Donc il y a une réelle nécessité de trouver de nouvelles stratégies pour les proposer à tous les patients qui sont en impasse thérapeutique. Donc nous avons décidé de cibler notre choix sur les biphosphonates. Les biphosphonates, ce sont des molécules qui sont déjà utilisées en clinique et dans le cadre de l'oncologie, ces biphosphonates font partie de l'arsenal thérapeutique des métastases osseuses des cancers solides. Alors, leur efficacité est reconnue, a été démontrée sur la réduction de la tumeur et ces molécules ont été également démontrées pour leur rôle dans la prévention des événements osseux et notamment leur rôle important dans la prévention des fractures pathologiques. Alors, cette action se réalise grâce à leur action anti-ostéoclastique, c'est-à-dire une action qui bloque l'activité des ostéoclastes. Les ostéoclastes, ce sont les cellules qui vont dégrader l'os.
En plus de cet effet anti-ostéoclastique, donc ciblé sur les cellules osseuses, ces biphosphonates ont été montrés pour avoir une action antitumorale directe, c'est-à-dire qu'ils ont un effet direct sur les cellules cancéreuses. Alors, ces biphosphonates semblaient très prometteurs dans l'ostéosarcome, donc cette fois une tumeur primitive de l'os, parce que de nombreuses études in vitro sur différentes lignées d'ostéosarcome, qu'elles soient de rats, de souris, humaines, et également des études cliniques avaient montré un réel effet antitumoraux des biphosphonates. Donc, fort de ces résultats, en 2007, il y a un essai clinique qui a été mis en place dont le but était de voir si un biphosphonate, en l'occurrence le zoledronate, en combinaison avec le traitement classique de chimiothérapie, pouvait avoir un effet bénéfique sur le développement de l'ostéosarcome. Et là, malheureusement, eh bien, les résultats escomptés n'ont pas été observés. Alors, quand on est dans juste 2 mots pour présenter cet essai clinique, donc c'était un essai qui était multicentrique, qui avait quand même l'intérêt d'inclure un grand nombre de patients, plus de 300 patients, dont l'âge médian était d'environ 15,5 ans. Et ces patients étaient répartis en 2 bras. Un bras où les patients recevaient les cycles de chimiothérapie associés à la chirurgie, et dans l'autre bras, les patients recevaient pendant les cycles de chimiothérapie le biphosphonate par voie intraveineuse, et le biphosphonate, c'était donc le zoledronate. Et dans cet essai, il y avait 10 doses de biphosphonate qui étaient administrées aux patients. Et malheureusement, donc, une des analyses intermédiaires, la deuxième, a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas de bénéfice à utiliser les biphosphonates dans le traitement pour l'ostéosarcome. Alors, plusieurs hypothèses ont été avancées quand on est chercheur. Des résultats négatifs sont très importants pour essayer d'expliquer les mécanismes qui peuvent être impliqués, et surtout pour aller plus loin, pour découvrir de nouvelles stratégies éventuellement. Donc, une des hypothèses qui a été avancée par les auteurs de cette étude clinique a été que peut-être la biodisponibilité par voie systémique serait insuffisante pour reproduire les résultats qui avaient été observés in vitro et dans les études précliniques. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on sait aujourd'hui et depuis longtemps que le côté obscur des biphosphonates réside dans leur faible biodisponibilité, et lorsqu'ils sont injectés par voie intraveineuse, la distribution comme la rétention osseuse est vraiment très hétérogène, et elle dépend vraiment du type d'os considéré. Donc nous, à ce niveau, nous avons fait le pari que le ciment chirurgical que je vous ai présenté tout à l'heure pourrait être utilisé comme vecteur de biphosphonate et pourrait ainsi contourner le côté obscur des biphosphonates, d'une part, et surtout qui pourrait permettre également de diminuer les doses à utiliser et de fait diminuer la toxicité des biphosphonates. Donc ces ciments, nous y avons pensé, ils existent. En fait, ils ont été développés par la société Graftis, qui a développé ces ciments dans le but de les utiliser pour le traitement de l'ostéoporose. Alors, ce sont des ciments phosphocalciques qui sont constitués de 2 phases, une phase organique et une phase minérale. Et dans la phase minérale, bon tant pis, elle est constituée de 10% d'hydroxyapatite, et c'est justement à ce niveau qu'ont été greffés chimiquement les biphosphonates, en l'occurrence ici l'alandronate. Donc ces ciments avaient été fabriqués dans le but d'être utilisés dans l'ostéoporose, et des études dans un modèle préclinique d'ostéoporose sur le chien ont montré que lorsque ces ciments étaient implantés in situ dans l'os, ils étaient capables de libérer des quantités d'alandronate à des doses efficaces pour ralentir, freiner l'activité de dégradation des ostéoclastes. Et de plus, il avait été montré, et ça c'est important, qu'ils avaient un impact bénéfique sur la reconstruction osseuse. Dans le projet de notre étude a été de tester cette fois le potentiel antitumoral de ces ciments, et ceci dans le cadre de l'ostéosarcome. Nos objectifs étaient doubles. Le premier était de démontrer in vitro que l'alandronate greffé sur les ciments phosphocalciques était effectivement libéré, mais surtout qu'il était actif sur la croissance des cellules cancéreuses, en l'occurrence les ostéosarcomes.
Le deuxième point était de tester in vivo, cette fois, l'efficacité antitumorale des ciments dans un modèle préclinique d'ostéosarcome. Pour ce qui est de l'approche in vitro, enfin, nous avons étudié les effets de ces ciments dans les conditions de la culture cellulaire classique, c'est-à-dire en 2 dimensions. Donc les cellules sont cultivées dans des boîtes et poussent suivant une monocouche. Et dans un deuxième temps, nous avons testé l'effet de ces ciments dans des conditions de la culture 3 dimensions, c'est-à-dire sur des sphéroïdes. Et l'intérêt de ces sphéroïdes, de cette culture en 3 dimensions, c'est que ça permet d'approcher in vitro la complexité des tumeurs, c'est-à-dire que dans ces conditions, on peut reproduire l'architecture dans l'espace de la tumeur qui va développer en son sein des gradients gazeux et en particulier des gradients d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les résultats in vitro? Donc, pour réaliser cette étude, nous avons incubé les ciments contrôle ou les ciments chargés en alendronate 4 jours dans du milieu de culture classique. Et les milieux conditionnés qui ont été ainsi générés ont été testés sur la prolifération des cellules UMR106. Et après 3 jours de culture, soit en présence des milieux conditionnés, soit en présence du milieu de référence, la prolifération, le taux de prolifération des cellules a été dosé grâce à l'utilisation du kit XTT. On observe ici que les ciments contrôle et alendronate impactent la prolifération des cellules et on a pu mesurer que les ciments contrôle diminuent d'environ 13% la prolifération des cellules du MR106 qui, je le précise, est une lignée d'ostéosarcome de rat. Et dans le cas des ciments alendronate, on observe une inhibition de plus de 65% de la prolifération des cellules comparée au standard. Donc la différence entre le ciment contrôle et le ciment alendronate se traduit par une inhibition d'un peu plus de 50% qu'on peut attribuer à l'alendronate qui a été libéré pendant le temps d'incubation des ciments dans le milieu de culture. Donc, pour essayer d'estimer la quantité d'alendronate qui pouvait être produit dans ces conditions, nous avons fait une dose-réponse d'alendronate sur la prolifération des cellules et on peut dire sans trop s'avancer, que sur une période de 4 jours, les ciments alendronate libèrent l'équivalent de 20 micromolaires d'alendronate qui est actif pour inhiber la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, ces ciments ont été conçus par des chimistes de telle manière à ce qu'ils produisent et qu'ils libèrent de manière continue de petites doses d'alendronate et surtout ils ont été conçus pour éviter que ces ciments libèrent sous forme de flash une grosse quantité de biphosphonate. Donc nous avons voulu vérifier cette propriété dans nos conditions. Donc pour cela, nous avons sélectionné des milieux conditionnés de ciments qui ont été incubés à différents temps dans le milieu de culture sur une période de 96 heures. Les résultats sont portés ici en pourcentage d'inhibition par rapport aux conditions contrôle. Et on peut voir ici que l'inhibition de la prolifération induite par l'alendronate libérée dans le milieu augmente progressivement au cours du temps. Et donc on peut dire que dans nos conditions, il est effectivement vrai que les ciments libèrent l'alendronate de manière constante au cours du temps. Dans la suite de notre travail, nous avons été un peu plus loin dans la culture in vitro pour se rapprocher le plus possible des conditions de la condition d'une tumeur. Donc nous avons testé les effets de ces milieux conditionnés sur des sphéroïdes du MR106. Donc dans ces conditions, les sphéroïdes reproduisent l'architecture dans l'espace de la tumeur. Donc pour cela, nous avons utilisé des surnageants des milieux conditionnés de 24 heures de ciment contrôle et de ciment alendronate. Et ces milieux conditionnés ont été utilisés pour suivre en temps réel la prolifération des cellules, des sphéroïdes UMR106. Et donc, pour suivre en temps réel la prolifération des cellules, nous avons utilisé l'appareil InQside Sartorius dans le cadre d'une collaboration avec Aurélie Dutour. Alors, comme on peut le voir ici, avec des surnageants de 24 heures, donc c'est-à-dire un surnageant qui ne doit pas être très concentré en alendronate, on voit qu'on a une inhibition significative. Si tu bouges, je te donne le micro, sinon ils ne t'entendent pas.
on a une inhibition, de la prolifération des cellules, des sphéroïdes dans ces conditions, alors que lorsque les cellules sont cultivées en présence des milieux conditionnés à partir de CPC contrôle, il n'y a pas de modification de la prolifération des cellules. Donc on peut remarquer également que l'effet d'inhibition de la prolifération est relativement rapide puisqu'il est observé dès 5 heures de culture des cellules. On a quantifié cette inhibition et on voit qu'avec un surnageant de 24 heures, on a une inhibition de 32% de la prolifération des cellules. Donc, si on fait un petit bilan sur les effets de ces ciments dans les conditions de la culture, qu'elles soient en 2D ou en 3D, semble évident que ces ciments sont actifs pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Donc l'étape d'après et le Graal, c'était bien sûr de démontrer que ces ciments étaient actifs dans les conditions in vivo. Et c'est pour cette raison que nous avons développé, grâce à l'aide d'Aurélie Dutour, qui est vraiment incontournable. Donc nous avons mis en place dans l'équipe un modèle de tumeur de rat transplantable chez le rat syngénique Sprague-Dawley. Alors très rapidement, c'est une tumeur qu'il faut réactiver. Donc les tumeurs congelées sont réactivées par transplantation chez des rats qui sont dits donneurs. Et donc ces tumeurs vont se développer chez le rat au niveau du fémur. Et au bout de 21 jours, les rats vont être sacrifiés, les tumeurs vont être prélevées et elles vont être immédiatement greffées chez des rats dits receveurs. 10 à 12 jours après la greffe chez ces rats donneurs, la tumeur va être réséquée partiellement et on va implanter au niveau de la zone de résection soit du ciment contrôle, soit du ciment alendronate. Et 26 jours plus tard, après le début de la greffe, les animaux sont sacrifiés et les tumeurs sont analysées par tomodensitométrie. Donc on peut voir ici, si on regarde au niveau de l'os, que la corticale en haut est dégradée. Et on peut voir, alors je ne sais pas si on le voit très bien avec la lumière, mais tout le long de l'os, on a une petite réaction périostée. On le voit également sur la deuxième photo au milieu. Et ensuite, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau du muscle, parce qu'on sait que les ostéosarcomes chez le rat ont une grande proportion à coloniser l'os, qui est également observé chez l'humain, eh bien on voit au niveau du muscle des espèces de zones plus ou moins denses qui correspondent à des microcalcifications. Donc, le radiologue de notre équipe a essayé de reconstituer ces images et on voit beaucoup plus clairement là, dans la partie la plus externe, la tumeur qui est vraiment bien développée près de l'os. Et dans cette diapositive-là, on voit bien que la tumeur a grignoté l'os. Donc, qu'est-ce qu'il en est en termes d'effet sur la taille, le volume des tumeurs ? Donc les tumeurs ont été mesurées et on a pu obtenir un volume médian de tumeurs qui était de l'ordre de 2,7 cm3 dans le groupe des rats qui avaient reçu le ciment contrôle, comparé à 1,56 cm2 chez les rats qui avaient reçu le ciment chargé en alendronate. Donc, ce sont des résultats préliminaires qui sont très encourageants parce qu'effectivement, dans ces conditions, on montre que les ciments alendronate réduisent significativement le volume des tumeurs, mais on est très prudent parce qu'il faut bien évidemment reproduire et documenter ces effets. On pense qu'on peut largement améliorer l'effet antitumoral dans ces conditions en jouant notamment sur le volume de ciment injecté dans la tumeur. Et on est tout à fait conscient que les biphosphonates, même si on va les apporter localement dans l'os, ça ne va pas changer la vie du traitement de l'ostéosarcome. On est bien conscient qu'il va falloir coupler cette stratégie ciment biphosphonate avec d'autres stratégies et notamment les stratégies classiques qui impliquent de la chimiothérapie. Donc, pour conclure rapidement, on est relativement content parce qu'on a des résultats prometteurs dans le sens où les ciments phosphocalciques se présentent vraiment comme de bons vecteurs pour délivrer localement dans l'os des biphosphonates et
également pas que des biphosphonates, potentiellement d'autres molécules. Et dans ce sens, nous avons fait des petites manips préliminaires où on montre que si l'on utilise la doxorubicine se fixe très très bien sur ces ciments phosphocalciques. Et lorsqu'on les met dans les mêmes conditions que les expériences qu'on a présentées justement, c'est la doxorubicine qui est adsorbée sur les ciments phosphocalciques va se désorber et conserve son potentiel antitumoral. Donc pour finir, je vous présente la photo de l'équipe avec les petites étoiles là, qui indiquent les personnes qui ont été le plus impliquées dans l'étude. Alors la spécificité de notre équipe, c'est qu'il y a finalement peu de scientifiques et beaucoup de cliniciens, parce qu'on trouve que c'est intéressant d'avoir des échanges entre les scientifiques et les cliniciens. C'est très enrichissant pour les deux parties. Donc ce travail a fait appel à des collaborations, bien sûr avec Aurélie Dutour, j'en ai parlé dans mon exposé, mais également avec des chimistes, Jean-Michel Bouler et Élise Véron, du Sésame à Nantes. Et ces projets en règle générale de l'équipe, donc qui s'intéressent aux ostéosarcomes, sont pratiquement totalement financés par des associations, en particulier la Fondation Flavien, Eva pour la vie et Aïda. Et sans ces sponsors, je pense qu'on ne pourrait pas, absolument pas, faire de recherche sur les cancers pédiatriques. Je vous remercie. Je vais prendre tout. Merci et merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ouais, Patrick, donc je vais devoir te piquer le micro. Jérôme, Ou tu peux crier. On peut lui faire passer. quid de l'inflammation? Alors, Il y en a qui parlent toujours de l'hypoxie, il y en a qui parlent toujours de l'inflammation. je sais pourquoi tu poses ça, parce que je veux dire, c'est notre obsession, l'inflammation. C'est plus compliqué. Le modèle DORA, c'est un modèle qui est récent dans notre équipe. Donc, on n'a pas franchement les outils pour avoir accès à ce genre de données. Mais ce qui est sûr, c'est que ces expériences vont être reproduites chez la souris, où on a quand même un savoir-faire en termes d'environnement tumoral, en termes d'immunité ou d'environnement. Et donc, c'est sûr que les biphosphonates interviennent, ont un impact sur l'immunité. On sait qu'ils vont avoir un effet sur les macrophages et qui peuvent balancer, qui peuvent jouer sur la balance M1, M2, dont on sait que c'est vraiment essentiel dans le développement d'une tumeur. On sait également que ces biphosphonates peuvent avoir un rôle sur les lymphocytes T. Donc déjà, on est dans un système syngénique, donc ça veut dire qu'on a un système immunitaire qui est actif, et donc nos résultats prennent en compte, en quelque sorte, l'immunité de l'animal. Mais c'est évident qu'il y a une interaction entre ces traitements et l'immunité, c'est sûr, et l'inflammation. Merci Annie pour cette présentation très claire. Moi j'ai une question, c'est le problème vraiment, c'est dans le contexte de la rechute. Est-ce que vous pouvez modéliser ça dans les animaux, dans le laboratoire? Est-ce que c'est toujours un truc un peu complexe? Est-ce que vous pouvez faire une chire et reconstituer? C'est une modèle que j'utilise aussi, je vais vous présenter. Dans le contexte de... Je fais une résection, mais imparfaite. D'accord. Une résection liquide que les chirurgiens ne peuvent jamais voir. Alors j'étais pas au courant, mais on a fait du teasing, c'est chouette dans la présentation. J'ai pas eu le temps de développer le modèle, mais en fait nous, ce ciment, on veut la situation où on veut le proposer, c'est le chirurgien est intervenu, il a réséqué la tumeur, en théorie, il a éliminé toutes les cellules cancéreuses, mais on sait très bien qu'il y a des rechutes. Donc c'est la raison pour laquelle on fait une résection partielle pour mimer finalement ce qui se passe dans la vraie vie, où il y a quelques cellules tumorales qui sont encore présentes. Et donc là, localement, on va arriver avec les biphosphonates qui devraient avoir un effet antitumoral. Voilà. C'est vraiment dans une situation où le chirurgien n'a pas tout enlevé de la tumeur. Oui, donc là, on ne regarde absolument pas les métastases, mais il y a quand même des rechutes au niveau de la... Et de toutes les... Bah, oui, mais même si... Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais même s'il n'y en a qu'un, sachant que de toutes les manières, le chirurgien va mettre un ciment, donc autant qu'on mette un ciment intelligent. on est à Monaco, hein. Et alors ?
Au pays du ciment et du béton. C'est pour ça que, voilà, on en reparlera, c'est pour ça que je fais ça, parce qu'on a un projet et d'interpeller les promoteurs. Et oui, après, il y a aussi un peu de là-bas, mais à Marseille, il y a un peu de... Après, il y a un autre aspect, qui n'est pas négligeable, parce que si l'effet antitumoral des biphosphonates n'est pas totalement accepté par le monde médical et le monde scientifique, l'effet antidouleur est avéré et reconnu. Et c'est peut-être important d'implanter ce genre de ciment pour avoir un effet sur la douleur. Et dans ce sens, en fait, on est en train de mettre une collaboration avec une équipe de Sophia Antipolis qui a développé un modèle de douleur dans un contexte oncologique. Et c'est peut-être important, ok, ce ciment ne va pas avoir d'effet antitumoral, ou le nombre de fois où on va pouvoir l'utiliser dans le contexte de la vraie vie, mais en revanche, les biphosphonates ont un effet reconnu sur la douleur. Donc quand on sait les effets négatifs des biphosphonates, qui soient donnés par voie orale ou par voie intraveineuse, et les effets secondaires que ça engendre, il ne faut pas oublier qu'on a des enfants et que c'est des traitements qui sont lourds, qu'il y a des effets secondaires importants. Donc je pense qu'amener localement le biphosphonate, ça a aussi un intérêt sur la douleur, qu'on ne peut pas négliger quand on a affaire à des enfants. Juste une petite question, ouais. Est-ce que quand on injecte le ciment, ça agit que localement, ou ça se diffuse un peu loco-régionalement, et ça agirait sur le front d'invasion ou sur les skips métastases? Parce que souvent il y a des skips métastases. En fait, il est pas lié. J'ai montré une petite image où on le voit. Hop, hop, hop. Donc c'est un dispositif médical. On a le ciment qui est sous une forme de poudre. Voilà, c'est là. Hop. Bon, j'y arrive pas. C'est sous forme de poudre. Lorsque le chirurgien est au bloc, il va faire rentrer le durcisseur, qui est en gros du phosphate de... Donc c'est du phosphate de H3PO4. Donc on va mélanger plusieurs fois ce ciment, ça va devenir une espèce de pâte plus ou moins molle. Alors c'est pas liquide, hein, c'est pseudo-solide. Donc si, ça doit quand même un peu baver tout autour, oui, certainement, oui. Je récupère.